Avec son annonce surprise d'hier, le ministre de la Santé a encore une fois choisi de faire de la politique spectacle, en prenant bien soin de ne pas discuter au préalable de son projet de règlement avec les deux fédérations médicales. Il banalise en une conférence de presse un enjeu complexe qui est loin d'être banal. Ont suivi des réactions de politiciens et de quelques intervenants qui se sont empressés de commenter l'annonce en s'appropriant la victoire. Rappelons que c'est la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui, depuis 2007, demande instamment aux gouvernements successifs de régler l'ambiguïté créée par le flou réglementaire sur les frais accessoires en cabinet médical. À l'époque, Gaétan Barrette trouvait la situation inacceptable. C'est aussi la FMSQ qui, en 2011, a lancé un ultimatum au gouvernement Charest afin de réglementer les frais imposés aux patients souffrant de dégénérescence maculaire. Le gouvernement a finalement reconnu, aux fins de l'injection et les gouttes anesthésiques, de couvrir les plateaux techniques, l'imagerie médicale, ainsi que tout ce qui englobait les frais accessoires associés à cette procédure. Cette bataille, la FMSQ l'a menée seule, au nom des patients, des médecins spécialistes qui étaient tous pris en otage par l'absence de réglementation claire dans la matière. Ayant réclamé depuis plusieurs années une solution au problème de frais accessoires, oui, nous sommes satisfaits de constater que les patients ne paieront plus ces frais. Oui, nous voulons collaborer à trouver une solution à la problématique des frais accessoires en privilégiant l'accès aux soins des équipements de pointe dans les hôpitaux. En avril dernier, la FMSQ a proposé au ministre de réserver une somme à même son enveloppe globale pour couvrir les coûts de certains soins et services offerts en cabinet que les patients n'auraient donc plus à payer. Alors que nous attendons encore sa réponse, le ministre décide, encore une fois, d'imposer ses vues plutôt que de discuter avec nous. Avec le virage ambulatoire imposé par le Parti québécois au milieu des années 90, plusieurs services ont été littéralement sortis des hôpitaux pour couper dans les budgets, et ce, sans plan B, sans solution de rechange, sans tenir compte des besoins des patients. Les médecins ont alors ouvert des cabinets pour maintenir les services qui n'étaient plus offerts dans les centres hospitaliers et pour donner un accès supplémentaire aux patients. Les gouvernements libéraux qui ont suivi n'ont pas fait mieux. La question des frais accessoires constitue un bel exemple d'hypocrisie politique. Quand ça fait l'affaire des gouvernements, on laisse filer. Quand c'est payant politiquement, on impose unilatéralement. En 2016, les centres hospitaliers continuent de fermer des cliniques externes en chassant les médecins et leurs patients. C'est le cas notamment dans la grande région de Montréal, au CHUM et au CUSUM, cette fois avec la bénédiction de l'actuel ministre de la Santé libérale et sans commentaire de la part des oppositions. Quelques 250 000 coloscopies se font à l'hôpital, mais les établissements ne suffisent plus aux besoins des patients. Il se pratique plus de 10 000 coloscopies chaque année dans les cabinets médicaux. Autre exemple qui concerne notre venue aujourd'hui, quelques 18 000 patients traités chaque année en clinique de pédiatrie, ici, dans ces murs, pour diverses interventions. Au CHUM, on traite moins de 700 cas par année, faute de ressources disponibles. Ces interventions exigent des équipements hautement spécialisés. Je sais qu'on est près de la tombée. Je vous invite toutefois à venir voir de quoi on parle. Ce ne sont pas des gouttes et qu'il faut acheter et renouveler. Tous ceux qui limitent la question des frais accessoires aux gouttes et aux seringues leurrent la population. Même simplicité déconcertante quand le ministre tente de faire croire qu'aucun service à la population n'est coupé, et ce, malgré la désorganisation complète du réseau découlant de l'adoption des nombreuses lois que nous avons eues dans les dernières années. Je comprends la grogne des patients. Depuis 10 ans, nous demandons le règlement de cette problématique car nous comprenons fort bien que les patients déplorent devoir payer certains coûts en cabinet alors que c'est gratuit à l'hôpital.
Plutôt que de se gargariser, les élus censés les représenter devraient interroger le ministre de la Santé, à savoir pourquoi le régime public assure la plupart des coûts lorsqu'un service est dispensé à l'hôpital, mais ne couvre pas la totalité des coûts des services dispensés dans un cabinet médical. C'est pourtant le même service rendu par le même médecin au même patient. Il devrait aussi lui demander s'il compte abolir tous les frais accessoires dans les hôpitaux. Par exemple, vous savez que présentement, les hôpitaux chargent aussi des frais accessoires. Certaines lentilles intraoculaires pour le traitement des cataractes, les toxines botuliques utilisées pour les infiltrations des sphincters, faites sous anesthésie générale, les béquilles, les attelles, les plaques, les tests de fonction respiratoire, les tests d'audiométrie sont chargés dans les hôpitaux présentement. La population devrait également, puisque le 5 $ semble être la norme du transport, suggérer au ministre de limiter le coût des stationnements à 5 $ pour montrer sa bonne foi. En outre, chaque année, le gouvernement fait un cadeau de plusieurs dizaines de millions de dollars aux compagnies d'assurance. Les Québécois qui paient des assurances privées devraient demander une réduction de leurs primes puisque celles-ci ne serviront plus à rembourser les réclamations associées aux frais accessoires qui n'existeront plus. Avant de lui verser un chèque en blanc, les médecins aussi ont plusieurs questions pour le ministre. D'où provient son chiffre de 13 millions pour couvrir les frais accessoires? Comment le ministre a-t-il fait ses calculs? Quelles sont ses projections pour les années à venir? Combien d'argent sera nécessaire pour compenser l'abolition des frais accessoires annoncés par le ministre dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? A-t-il l'intention de favoriser certaines cliniques de son choix? Toutes ces questions sont sans réponse. Pour ce qui est de comment financer la décision actuelle, la FMSQ ne demandera pas d'argent supplémentaire à ce qui a été signé avec le gouvernement en novembre 2014 lors du réétalement de l'entente de 2006. Les adeptes de la théorie des ententes secrètes sont malheureux. Il n'y a pas d'entente confidentielle entre la Fédération et le ministre de la Santé. En juin 2015, le ministre avait fièrement annoncé la création d'un comité tripartite qui devait procéder à des analyses des coûts des frais accessoires. L'omnipotent ministre a encore renié sa parole, a encore reculé et n'a jamais convoqué son comité. Dans ce dossier, comme dans plusieurs autres, le ministre avait une excellente occasion de faire les choses différemment, mais fidèle à lui-même, il agit seul. Le ministre devrait comprendre et reconnaître que la FMSQ est un atout dans le partenariat qui la lie au ministère de la Santé. À preuve, l'atteinte des cibles dans les 4 mesures d'accessibilité aux services spécialités découlant de la loi 20. Je l'invite, ainsi que les oppositions, de cesser de faire de la politicaillerie avec la santé des Québécois. Je vais laisser la parole maintenant à mon collègue, Dr Marc Filiatro, qui va vous parler de son quotidien et des activités qui sont pratiquées dans cette clinique. Je vous remercie. Merci Diane, merci d'être présent. Je vais profiter de l'occasion pour préciser la physiatrie. On est une petite spécialité, peut-être pas très connue, mais on est les spécialistes de la médecine physique et réadaptation. Donc, on traite en médecine physique toutes les pathologies musculo-squelettiques. Nos arsenals thérapeutiques, c'est la médication, la physiothérapie, l'acupuncture, l'ergothérapie et des techniques d'infiltration qui peuvent être faites par actuellement. Moi, je suis surspécialisé en traitement vertébral. Et depuis de nombreuses années, donc, il y a eu un développement important de ces traitements qui sont offerts aux patients. Tout le monde a connu des voisins, un ami, ou même personnellement quelqu'un qui a souffert d'une hernie discale, comment ça peut être souffrant. Et il y a des techniques d'injection, par exemple des épidurales qui peuvent être prodiguées chez les patients, qui peuvent l'aider à récupérer plus rapidement. Ces techniques-là sont effectuées en centre hospitalier. Moi, je suis attaché à l'hôpital Notre-Dame, au CHUM, depuis de nombreuses années. Et déjà, vers la fin des années 90, l'accessibilité pour ces traitements-là, considérant le plateau technique qui nous était offert, était nettement déficient, avec des listes d'attente de plusieurs mois pour avoir le traitement. C'est à l'époque où le Dr Bergeron, qui était directeur médical ici, a dit, bon, on va commencer à installer une salle de fluoroscopie, parce que vous verrez l'équipement tantôt, là, c'est des techniques qui sont faites, et c'est les guidelines internationaux, de dire de faire ces traitements-là sous guidage radiologique pour bien positionner notre produit, nos médicaments
et même faire des techniques où on va brûler des nerfs dénervés au niveau de la colonne. Quand on a commencé à faire ça, on dit on commençait à charger le coût de revient que ça coûte pour installer ça. Ça coûtait peut-être 150 $ à l'époque et on a commencé à faire ça. La demande a toujours été en augmentant. Les ressources en centre hospitalier sont nettement insuffisantes. Quelqu'un qui veut se faire référer pour une épidurale à l'hôpital, par exemple en clinique antidouleur, peut attendre jusqu'à 2 ans parfois. Donc, la demande a augmenté, qui fait qu'on a progressivement même augmenté une deuxième salle. Il y a une autre clinique à Montréal qui a ouvert ses portes également avec des collègues pédiatres. Il y a une clinique à Laval. Et ça l'a permis de traiter de plus en plus de patients dans des délais raisonnables de médecins de première ligne qui nous référaient des patients. Les coûts qui ont été chargés ont été évalués par les cliniques à peu près au coût coûtant. Quand on entend le ministre parler de chiffres que les médecins chargent des frais accessoires pour 80 quelques millions, alors en réalité, ça coûte 10 à 13 millions. Moi, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, mais je peux vous dire qu'il y a eu des évaluations des coûts techniques de ces techniques-là qui sont faites en centre hospitalier. En centre hospitalier, il existe donc des tarifs qui sont publiés par le ministère lui-même pour dire combien ça coûte à l'hôpital pour faire un traitement comme ça. Pour la clientèle CSST, la clientèle des forces armées qui n'ont pas la carte d'assurance maladie. Et ce montant-là est évalué à 229 $ dans les chiffres du ministère en date d'avril dernier. Notre coût de revient ici, calculé comment ça coûte pour avoir une salle de fluoroscopie, un C-arm, une technologue en radiologie, une infirmière avec nous pour s'occuper du patient après la procédure, c'est à peu près ces chiffres-là à plus ou moins 5 à 10 %. Il y a eu une évaluation des coûts externes, par une firme externe de ces coûts-là, qui a été faite, qui arrive à peu près au même montant dans les 200 quelques $. Et ces chiffres-là sont sur le bureau du sous-ministre. Donc, ceci étant dit, les patients se font facturer entre 200 à 275 $ pour venir avoir le traitement rapidement, alors qu'en centre hospitalier, ils vont attendre parce qu'on n'a pas la possibilité de faire plus de techniques comme ça, de procédures à l'hôpital. Et ces tarifs-là, donc, on voit que c'est à peu près le tarif à plus ou moins 5-10 % du coût de revient. Fait que quand on parle de 10 millions par rapport à 65 millions que les médecins spécialistes font de l'argent sur le dos des patients, ce n'est vraiment pas le cas. En tant que président de l'Association des pédiatres, on a entendu parler depuis un bon bout de temps là, de la possible abolition des frais accessoires. Ça nous a naturellement inquiétés pour l'accessibilité de nos patients. J'ai écrit un document qui a été envoyé au Collège des médecins à Dr Bernard montrant notre inquiétude par rapport à cette problématique-là pour voir si on pouvait continuer à avoir l'accessibilité de faire ces traitements-là. Et on a mis des pistes de solutions possibles. On est prêt à discuter donc avec le ministre. On ne sait pas trop est-ce qu'il comprend que les frais accessoires comprennent des techniques comme ça. Il a ouvert la porte possiblement à des techniques chirurgicales où il pourrait avoir des cliniques où c'est payé par le ministère. On est prêt à tout, mais c'est clair que nous, en premier lieu, on veut pouvoir aider rapidement et traiter nos patients. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à faire ces procédures-là et c'est qu'on aide le plus de patients possible.